C'est en- Bonjour Cyril, on se retrouve dans notre série Sciences et Réflexes. Oui, oui, bonjour Paul, avec Ouais. plaisir, hein, avec cette fois une étude qui a été publiée dernièrement, hein, puisqu'on est en 2025, et par une équipe hongroise qui fait le lien entre les réflexes, la perte de fonction cognitive liée à l'âge, et puis le niveau d'activité physique. Donc, on va essayer de voir déjà peut-être l'objet de cette étude. Ben, l'objet de l'étude, c'était pour ces scientifiques de voir s'il faut avoir un lien entre la perte d'énergie liée à l'âge, la perte de fonction cognitive et puis la présence de réflexes archaïques. Alors, peut-être pour bien situer l'objet de l'étude, il faut qu'on puisse poser deux, trois notions liées aux connaissances avec l'âge, sur l'âge. Ben, on sait qu'il y a un déclin cognitif et puis physique, là, hein. Enfin, il y a plein d'études qui le montrent, mais bon, on le voit tous déjà sur nous. Et puis, au fur et à mesure, chez les personnes qui nous entourent, on va moins vite et puis on pense moins vite lié à l'âge. Voilà, il y a un déclin énergétique qui est inexorable, qui peut être repoussé, mais qui est inexorable. Voilà, l'âge, c'est moins de flux énergétique, moins de physique et moins de capacité à penser vite. Alors, il y a plusieurs études qui montrent que ce déclin cognitif pourrait être lié aussi à des altérations structurelles et fonctionnelles, notamment par exemple une hypoperfusion, c'est-à-dire moins de perfusion du cerveau, notamment des régions frontales, qui est juste là, et puis de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est une région qui est plus liée aux émotions, à la mémoire, et puis le frontal, c'est plus, on le relierait plus à la conscience, à la raison. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, Paul, pourquoi ce contexte que je viens d'expliquer pour avoir un lien direct avec la présence de réflexes archaïques? Alors la manière dont nous on voit les choses, c'est la suivante, c'est-à-dire que on sait que les réflexes archaïques, ils sont présents à la naissance chez le nouveau-né, et puis ils vont progressivement s'inhiber parce qu'on laisse place à des comportements plus efficaces, des comportements justement qu'on dit corticalisés, et les structures supérieures, comme on dit, du cerveau vont prendre le dessus, vont inhiber les réflexes archaïques, qui étaient finalement une sorte de d'initialisation des choses, d'échafaudage, mais j'ai plus besoin de l'échafaudage, donc on démonte, le bébé démonte progressivement son échafaudage. Mais en état de stress, ou ici évidemment en état de vieillissement, eh bien, comme tu viens de le dire, on a un déclin des fonctions corporelles et cognitives. Et donc, qu'est-ce que fait le cerveau? Ben, il réutilise, ou je devrais dire, qu'est-ce que fait le système nerveux, qu'est-ce que fait notre corps? Il va réutiliser des vieux mécanismes, il remonte un peu l'échafaudage. Et on va retrouver, et ça c'est amusant, chez des personnes vieillissantes, en particulier quand il y a des maladies neurodégénératives ou quoi que ce soit, on va retrouver des réflexes qui émergent. Parce que bah, mon corps, par exemple, on a des réflexes, par exemple le moro que tout le monde connaît, bah, qui apparaît normalement quand je glisse et je mets les mains. Mais en vieillissant, comme on a peur de la chute, on va avoir tendance à ne plus garder les bras le long du corps, mais à les monter un peu ou être plus rigide dans la peur de la chute. Donc le moro reste un petit peu actif de manière plus prééminente. Et on le retrouve sur plein de réflexes. Donc on pourrait dire que les réflexes sont inhibés au fur et à mesure qu'on corticalise et que effectivement on a plus d'énergie, ils ont moins besoin d'être là. Mais au fur et à mesure qu'il y a, pour reprendre les termes ici, une perte d'énergie, un déclin cognitif et physique, ben, les réflexes peuvent réémerger un peu pour fonctionner de manière plus réflexe parce que ben, notre énergie elle est utilisée à autre chose. Voilà, donc on réutilise l'échafaudage. C'est comme ça qu'on voit les choses. Peut-être toi, tu as une autre manière de voir les choses en tant que sportif qui utilise tout ça. Non, 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 mais vraiment à l'identique, ce qu'il y a, c'est que ça peut toujours être vu comme, c'est un peu comme la personne âgée qui se remet un peu dans sa bulle, comme ça. C'est ça. On pourrait C'est le ça. voir de manière négative, mais en fait, tout dépend de l'interprétation. Ouais, On pourrait se dire, bah, finalement, elle va pas bien. Et puis, on peut se dire aussi, elle fait le système le plus intelligent compte tenu de l'énergie qu'elle a c'est ça. à disposition. Voilà, donc C'est ça, ça. tout dépend du regard qu'on Ouais, va porter. ouais. Alors, un petit point sur le design justement de cette étude. Alors là, je vais dire trois gros mots. C'est une étude cross-sectionnelle, on dit aussi transversale, observationnelle et puis pilote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend une population, là, c'est des personnes âgées, c'était 30 personnes âgées de 73 ans. Il y avait 80% de femmes. Et puis, on les observe. En fait, on n'intervient pas. Cross-sectionnel, ça veut dire c'est à un moment donné, pop, on fait un point sur une population. On prend plusieurs caractéristiques, on leur fait des tests dessus, mais c'est vraiment de l'observation. Il n'y a pas d'intervention. C'est pas on va faire ci et puis on va voir les effets de notre intervention. Et enfin, pilote, ça veut dire que c'est aussi ce qu'on appelle des pré-études. C'est-à-dire on fait une première étude
en se disant on va prendre que quelques personnes, là quand même 30, et puis c'est à petite échelle et on va voir quels sont les résultats. Et si les résultats sont probants, intéressants, alors on est susceptible de l'étendre à une population plus large. Voilà. Mhm. Alors au niveau du design, il y a quand même 13 réflexes qui ont été évalués. Tous les tests sont des tests vraiment standardisés dans la manière dont ça a été fait. La fonction cognitive, le niveau d'activité physique, c'est fait à partir de testing qui sont reconnus, qui ont été publiés. Et puis, c'est surtout elle est dans une revue plutôt bien cotée, à un impact factor de 4,5. Donc ça, c'est une espèce de classement du niveau scientifique des revues. Et elle est plutôt dans le quartile, dans les quartiles, c'est-à-dire quartile, on prend une population puis on sépare en quatre. Eh bien, là, elle est plutôt dans le premier, donc les premiers 25% à premiers 50% des revues sur les neurosciences. Donc, c'est vraiment une bonne publication Mhm. dans le domaine pour lequel on parle. Allez, passons maintenant aux résultats. Alors, le premier résultat, il est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation de moins 0,9 entre la présence de réflexes primitifs et puis une cognition, donc capacité cognitive plus faible. Donc 0,9, ça veut dire qu'on est dans une variance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui varie, il explique quasi 90%, 90% de la variation de l'autre. Et c'est ce qui fait que les scientifiques, là, ont proposé que le niveau des réflexes devienne comme un biomarqueur. Donc c'est un marqueur à lui tout seul du déclin cognitif. En fait, quand les réflexes montent, la cognition baisse. Mhm. Deuxième niveau de résultat, aussi très intéressant, c'est plus l'activité physique des personnes âgées montait, en fait, plus cette corrélation, elle s'atténuait. Donc, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir encore des réflexes, mais les réflexes avec beaucoup moins d'impact sur la perte des fonctions cognitives. Donc, on peut le dire autrement, plus de réflexes, moins d'énergie, ben, c'est plus de dégradation des fonctions cognitives. Et puis, une première chose donc que ça peut vouloir induire, c'est que de toute façon, si on arrive, alors attention, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'on perd d'énergie, on a envie de se reposer hein, plutôt, mais si on parvient à bouger un peu plus, alors tout ira mieux. Mhm. Les réflexes vont rester, peuvent être encore là, mais en revanche, il y aura moins les incidences sur les fonctions négatives. Qu'est-ce que ça t'inspire, Paul? Ah bah, ça m'inspire plein de choses, mais juste pour dire que pour nous, déjà, on a toujours insisté sur le fait que intégrer les réflexes, ou encore pire, inhiber les réflexes, c'est pas un but en soi. Les réflexes, effectivement, c'est un marqueur qui nous permet de voir comment fonctionne la personne, mais le but, c'est de pouvoir performer, c'est de pouvoir faire des choses. Et nous, c'est pour ça on appelle ça intégration motrice primordiale, hein, l'IMP, ça s'appelle pas méthode d'intégration des réflexes, c'est de dire que ce qui compte, c'est la capacité à bouger. Et plus je vais bouger, c'est valable pour un enfant, c'est valable là on a cette étude géniale, c'est valable pour une personne âgée, plus on va bouger, plus on va pouvoir surmonter un certain nombre de choses et plus finalement les réflexes deviennent mineurs. Parce que ici, ce qu'ils ont observé aussi, et ça c'est important, et comme c'est une préétude, il y aura peut-être des choses qui seront faites plus tard, mais on a évalué des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est une partie des choses, mais on a tout ce qu'on appelle les réflexes de vie, c'est-à-dire la stabilité, la gravité, l'équilibre, le redressement de la tête. Et ça, c'est des compétences que vous connaissez bien dans le monde du sport, qui sont les plus importantes qu'on doit garder. Et finalement, nous, on trouve des gens qui fonctionnent bien. Moi, je vois des enfants parfois qui ont des réflexes, qui ont beaucoup de réflexes qui sont un peu pas bien intégrés, mais qui arrivent à bien fonctionner parce que son mode de vie, parce que son alimentation, parce qu'il est suivi en ostéo, parce qu'il fait du sport, du théâtre, de la musique, et qui fait que finalement les réflexes deviennent un peu anodins en quelque sorte. C'est une épine dans le pied, mais dans certaines circonstances, cette épine finalement, elle n'est pas gênante. Alors que pour d'autres personnes, justement, qui ont moins d'énergie, cette épine devient majeure. J'imagine bien que le sportif super entraîné qui arrive à la fin de son marathon, qui a une épine dans le pied, ça va pas le gêner, il va y aller. Mais le débutant comme moi, qui a un tout petit bout de machin, dit ah non, non, je peux pas courir là, parce que j'ai pas. Donc ce que ça m'inspire, c'est déjà que le plus important, c'est pas de se surfocaliser sur les réflexes. C'est déjà extraordinaire de savoir qu'il le considère comme un biomarqueur et de dire que ça nous permet de voir plein de choses. Mais le message que je retiens sous-jacent, c'est de dire le mouvement est important, la préservation de l'énergie est important chez les personnes âgées et que
moi, évidemment, ce qui va me passionner, c'est de dire, puisque nous, on observe les réflexes, on va pouvoir redonner de l'énergie en retravaillant sur les réflexes et partir de là, en fin de compte, comme une porte ouverte sur le fonctionnement de la personne. Voilà, en gros, ce que ça me dit, et moi, je trouve ça absolument génial. Je crois qu'il faut que les gens se rendent compte que une étude avec une corrélation de 0,9, c'est très rare parce que les gens ne savent pas forcément, mais une corrélation de 1, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a une fausseté dans l'étude, ça veut dire que c'est 100%. Dès qu'on bouge un paramètre, ça bouge. Ça veut dire qu'on s'est trompé, que c'est pas possible quelque part. Donc 0,9, c'est un résultat exceptionnel. De dire que, voilà, réflexes et cognition sont liés de manière très forte. Et moi, toute ma vie, j'ai fait ça. Alors, non pas avec les personnes âgées, même si on a formé plein de gens qui travaillent avec les personnes âgées, mais avec les enfants. Et on le voit très clairement chez les enfants. Donc, pour moi, ça montre bien que début de vie, fin de vie, on retrouve les mêmes fonctionnements, aussi bien l'importance du mouvement que l'importance de l'intégration des réflexes, que le lien entre ça et la cognition. C'est génial. Moi, une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que le premier bouquin sur le sujet, c'était le bouquin de Sally Godard, et en anglais, il s'appelait A Window into the Child Mind, en parlant des réflexes. C'est-à-dire que les réflexes sont une fenêtre dans l'esprit de l'enfant. C'est un réflexe pour voir le niveau de ce qu'on appelle de maturité neuromotrice. Eh bien, on a aujourd'hui la preuve que ce qui fonctionnait chez les enfants est valable chez les adultes et chez les personnes âgées. C'est une fenêtre qui nous permet de voir notre fonctionnement neuromoteur, cognitif et moteur, et c'est passionnant, quoi. Alors, ce que l'étude ne dit pas, hein, mais peut-être Ouais, que l'étude généralisée le fera sur une partie de la population, c'est que si, au-delà du fait de favoriser le mouvement, est-ce que s'il y avait des techniques d'intégration des réflexes, est-ce que ça aurait un impact c'est ça. sur la fonction cognitive? Voilà, ça c'est des études d'intervention. Là, c'est pas le cas de celle-là, donc ça c'est pour la suite. C'est ça Ça pour la reste suite. à prouver, à montrer en tout cas sur ce type de population. Je voudrais juste terminer un peu ce qu'on disait avec une pyramide en fait qu'on utilise pour bien montrer la place de l'énergie, des réflexes et puis d'autres systèmes qu'on prend en compte quand on reçoit les sportifs. On l'appelle la pyramide de l'action. Ça fait partie des grands, parmi les 7 grands concepts de Volodalen, c'est un des grands concepts. Mais au sein de l'IMP, il y a une pyramide tout à fait équivalente. Exactement. Cette pyramide, elle est organisée en 5 étages. Et plus on prend l'étage du bas, plus on considère que c'est l'étage le plus important. Et progressivement, parce que essentiel pour comprendre les effets sur le reste, et plus on monte dans les étages, en fait, plus on monte sur des systèmes plus adaptables. Donc très important, parce que plus on va vers le haut, plus ça dépend de ce qu'on est capable de faire au quotidien. Mais paradoxalement, moins ça a d'impact sur le tout de la performance. Alors, en haut, on voit la performance. Ce qu'il faut entendre de la performance, c'est bien dans le sens le plus large, performer, ce qui veut dire faire. Alors, des fois, performer, c'est pas avoir mal, des fois, c'est être champion olympique. Chacun a son niveau, mais en tout cas, c'est un objectif. Des fois, dans le médical, on dit un motif de consultation quand c'est par rapport à une douleur. Et on voit qu'à la base de la pyramide, c'est bien l'énergie. C'est une espèce de colle universelle qui à la fois va rassembler les systèmes et puis donner de la puissance à chacun des systèmes. Au-dessus, ben, c'est la structure. Nous, on peut voir des fois des sportifs dans lesquels, je sais pas, ils ont mal au dos parce qu'ils font un squat, mais ils ont des extrêmes grandes jambes, puis ils essaient de faire des squats normaux maintenant. Là, et on ne peut pas changer la longueur des jambes, on ne peut pas changer la largeur du bassin, donc c'est extrêmement important pour nous d'en prendre en compte. Au-dessus, ensuite, on rentre dans le système nerveux. Et au niveau des systèmes nerveux, on a les réflexes archaïques sur lesquels il y a une possibilité d'intervention, notamment avec l'ensemble euh, des diagnostics et puis des propositions d'intégration qui sont faites par l'IMP. Au-dessus, il y a encore des patterns moteurs qui sont là, qu'on va considérer comme moins archaïques, qui sont plus adaptables, qui sont les préférences motrices, mais qui donnent un style. Et enfin, en haut, il y a ce qu'on fait. C'est-à-dire le Mhm. développement des techniques tout au long de notre vie, de ce qu'on va réaliser. Le tout nous donne ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on essaie d'avoir, c'est un alignement, ce qu'on appelle, c'est une thèse qui est en cours au sein de Volodalen, le mind to move, c'est-à-dire la bonne idée, le bon état d'esprit pour venir rassembler chacun de ces étages en vue d'une performance. Voilà, donc ça donne à peu près une vision globale de la place de l'énergie, de la place des réflexes, de la place des préférences et de ce qu'on fait au quotidien. Et on comprend bien, pour terminer, que cette étude, elle montre que la base, si on l'améliore, il est évident qu'en haut, ça va aussi aller mieux. Dernier petit mot, Paul?
Ah ben, c'est passionnant. Cette pyramide, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais tu l'as évoqué un peu chez le sportif. C'est la même chose pour quand on parle de la cognition et des enfants. C'est-à-dire que les enfants, il va y avoir qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils trouvent de l'énergie, le sommeil, l'alimentation, c'est majeur. La structure, nous, quand on voit un enfant en difficulté d'apprentissage, il faut vérifier au niveau de structure que ça fonctionne bien, au niveau du crâne, du corps, de la capacité à respirer. On travaille avec des ostéos, des kinés, des spécialistes de la structure, parce que souvent, on voit l'enfant ou l'adulte a du mal à apprendre à se concentrer. Et les gens disent, allez, on va faire plus de concentration et plus de cognition. Mais il faut d'abord vérifier que si la structure physique fonctionne. Les réflexes, évidemment, c'est notre point principal en IMP et c'est majeur. Les préférences, nous, on appelle ça les dominances, la latéralisation, la mise en place de tout ça. Un enfant ne peut pas fonctionner correctement s'il n'a pas un œil avec lequel il peut viser, une oreille pour écouter, une main, un pied, et donc des préférences naturelles en place. Et enfin, il va avoir accès à tout ce qui est, toi tu dis mouvement réalisé, performance, mais la performance c'est lire, écrire, se concentrer, mémoriser de la même manière. Donc c'est génial et ce Mind to Move, évidemment, je ne connais pas encore parce que tu dis il y a une thèse en cours, mais nous c'est toujours l'idée qu'en IMP, tout comme vous les coachs, on travaille sur un objectif, une intention, une direction vers lequel aller, que ce soit avec des personnes âgées, un enfant ou n'importe qui vient nous voir. Et c'est majeur. Donc, merci d'avoir présenté ça. Merci d'avoir présenté cet article parce que bah là, nous, on se parle à Noël 2025. Il est sorti en novembre 2025 et c'est passionnant, moi, d'avoir passé ma vie à travailler avec des enfants, avec toutes ces notions-là et de voir que maintenant, on commence à s'intéresser en gériatrie ou avec les personnes âgées à ça et de voir qu'on retrouve la même chose. Et donc, c'est enthousiasmant. Donc, merci Cyril de nous avoir présenté ça en cette fin d'année. Eh ben, avec plaisir. Merci Paul, merci à tous et Merci, à toutes. merci beaucoup.